Madame. Donc j'ouvre la séance, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ouvre la séance du Conseil municipal du 27 février 2023. Et donc je commence par l'appel traditionnel. Madame Lesbat. Présente. Monsieur Lureau. Présent. Madame Brochard. Présent. Monsieur No. Présent. Madame Winter. Présente. Alors Monsieur Thierry Verdon est absent et a donné pouvoir à Monsieur Thierry Lureau. Monsieur Messailly. Madame Goury. Présent. Madame Abadi est absente. Madame Fourant. Monsieur Maître est absent à donner pouvoir à Monsieur Bertrand No. Madame Lahari est absente à donner pouvoir à Monsieur Karim Messailly. Monsieur Koyak. Monsieur Bidou. Madame Meurin. Madame Maury est en route, nous avertit qu'elle arriverait. Monsieur de la Victoire est absent. Madame Dauvilliers. Monsieur Claude Dauvilliers. Monsieur Mathieu Cholet. Madame Rick Bosch. Monsieur André Lebègue. Monsieur Colombo. Madame Boniface. Madame Elfadi. Monsieur Aguerre est absent à donner pouvoir à Madame Lesbat. Madame Malada. Et Monsieur Nicolas est absent à donner pouvoir à Monsieur Claude Dauvilliers. Je vous propose donc une nomination de secrétaire de séance, Madame Elfadi. S'il n'y a pas d'objection, Madame Elfadi, merci. Donc nous passons aux communications. Alors je vais vous proposer une minute de silence en la mémoire donc de Madame Agnès Lassalle, donc professeure d'espagnol, décédée cette semaine poignardée à Saint-Jean-de-Luz dans le cadre de son activité professionnelle d'enseignante en plein cours, comme vous le savez. Donc je vous propose une minute de silence. Je vous remercie. Donc, je vais faire une autre communication qui concerne cette fois-ci la présentation donc, du nouveau site internet de la ville. Et en attendant, je vous fais passer la feuille de présence. Donc, nous avons une petite vidéo d'environ 3 minutes que je vais vous commenter et concernant la présentation du site. Alors, tout d'abord, l'adresse URL de ce nouveau site internet n'a pas changé, c'est toujours article-bordeaux.fr que vous tapez dans votre navigateur. Tout en haut, vous avez un accès rapide de ce nouveau site avec par exemple la partie éducation, et si vous naviguez ensuite avec la petite enfance, l'éducation, donc diverses vignettes, vous allez par exemple sur les inscriptions scolaires. Et ensuite, vous avez la page, donc il n'y a pas un déroulé très long, vous avez pratiquement tout sur une page assez facile à faire avancer. Quand vous revenez sur la page d'accueil, on peut aller par exemple voir les programmes principaux. Donc globalement, c'est une plateforme qui sera plus facilement utilisable sur ordinateur, smartphone et tablette, beaucoup plus simplement. Et on trouve par exemple sur cette première page, donc sur l'accès, les éléments sur le carrousel d'accueil, les éléments structurants de la ville. Par exemple, la requalification du centre-ville, la future résidence intergénérationnelle, etc. Donc là, on a un petit déroulé sur ce carrousel-là. Ensuite, nous avons la partie des agendas, donc culturels ou autres de la commune. Donc on peut cliquer sur une des vignettes, par exemple sur le Cuvier de Feydeau, donc sur un des prochains spectacles. Et sur ce spectacle, vous pouvez directement vous inscrire en ligne, assez simplement en remplissant le petit formulaire qui est présenté et qui est déroulé en ce moment. Quant
Voilà, donc on revient sur la partie basse. On a aussi les magazines municipaux en ligne, donc qui sont tous présentés, et aussi par exemple la plaquette de la saison culturelle pour vous y référer à tout moment. Nous avons en bas un certain nombre de vidéos qui sont présentées. Par exemple ici, je crois qu'on a une démo sur le domaine de Saint-Leu, mais vous avez d'autres vidéos comme les vœux par exemple, ou autres éléments que nous présentons dans la collectivité. Tout en haut à droite, vous avez toujours le menu déroulant avec des accès rapides. Par exemple, ici, l'environnement. Vous allez directement sur la rubrique environnement et on a divers éléments, biodiversité, déchets encombrants, etc. Vous pouvez cliquer sur les déchets encombrants et vous arrivez directement sur la page concernée avec, par exemple, une carte des différentes déchetteries et toutes les informations relatives à la gestion de vos déchets. En revenant toujours en haut à droite, nous avons tout ce menu déroulant et on accède par exemple à une autre rubrique qui est celle ici des écoles d'art de la ville, le cours FEDO par exemple, et puis tous les éléments qui représentent, qui sont directement accessibles, encore une fois, sur une page plus directe. Et puis enfin, tout en bas à droite, vous avez un petit onglet « Nous contacter ». Vous avez les renseignements divers et variés, enfin 2 ou 3 éléments, et par exemple le service de proximité avec le numéro qui s'affiche et un petit formulaire de contact. Et vous pouvez cliquer à tout moment sur si vous êtes sur smartphone, quand vous avez un numéro de téléphone, vous cliquez sur le numéro et vous êtes mis en ligne directement. Vous pouvez composer directement ce numéro. Donc la mise en service de ce nouveau site internet, c'est après-demain, donc dès le 1er mars. Et donc, vous aurez ce service optimisé au service de nos concitoyens. Et donc, je remercie l'équipe communication qui a travaillé d'arrache-pied depuis quelques mois, ainsi que tous les services municipaux qui ont alimenté les diverses rubriques pour avoir un site internet qui soit vraiment performant et au goût du jour. Nous passons maintenant aux décisions, le tableau des décisions du maire. Donc 3 décisions. La première, c'est un don de matériel informatique à l'association Reuse It. Le deuxième, c'est la demande de dotation de subvention de l'État pour le groupe scolaire, donc pour un montant de 2 700 000 €. Nous avons aussi passé une délibération sur ce sujet-là au dernier conseil. Et enfin, une prestation d'études en vue d'une relance d'un marché d'assurance dommage ouvrage pour le futur groupe scolaire pour 2 800 €. Nous passons maintenant à l'approbation du procès-verbal du 13 février dernier. Avez-vous des remarques sur ce dernier PV? Oui, Monsieur Colombo, je vous passe la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Pas grand-chose, page 4, rectifier parce que je ne suis pas Madame Jean-Christophe Colombo, mais bien Monsieur, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bien, c'est noté. Madame El Fadi. C'est juste pour changer le nom de notre groupe, pardon, parce qu'il y a toujours marqué Artigue l'avenir ensemble et c'est ensemble pour Artigue. Voilà, pardon. C'est noté. Donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, d'approuver ce procès-verbal. Donc qui est contre? Personne qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, le procès-verbal est adopté. Je vous en remercie et je vous fais passer aussi la feuille de signature de ce procès-verbal. Nous passons maintenant donc aux délibérations, avec la première délibération qui va être présentée par M. Messailly, adjoint aux finances, et qui concerne le débat donc relatif au débat d'orientation budgétaire, avec une présentation donc, qui s'affiche sur votre écran. Monsieur Messailly, je vous passe la parole. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, c'est la discussion sur le débat d'orientation budgétaire. C'est une discussion importante dans la vie d'une collectivité. Cette discussion, elle est encadrée. Ce débat, il est encadré par donc, le Code général des collectivités
territoriale par l'article 23.12, premier alinéa ce code. Donc évidemment une commune de plus de 3500 habitants, et ce débat réglementairement, il doit avoir donc, différents objectifs. Le premier, c'est d'exposer les orientations générales du budget, les engagements pluriannuels qui sont envisagés, la structure et la gestion de la dette, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l'évolution du besoin de fonctionnement. Ce débat doit avoir lieu impérativement au maximum 2 mois avant le vote du budget. Et cette séance, justement, elle est plutôt dédiée, elle sera sans doute un peu dense, mais il vaut mieux bien expliquer les choses lors du débat, plutôt que de se retrouver en discussion et en vote sans avoir approfondi certains éléments. Le débat d'orientation budgétaire, c'est aussi un gros marqueur d'une politique publique. C'est le marqueur de notre majorité. Vous verrez qu'il est plutôt offensif sur bien des aspects. Donc, je donne d'ores et déjà rendez-vous à la commission des finances 15 jours avant le prochain conseil municipal, donc début mars, et aux élus du conseil municipal pour la délibération sur le vote qui aura lieu le 20 mars pour le prochain conseil. Je vous rappelle qu'il y a déjà une partie du budget qui a été votée, comme traditionnellement tous les ans, on vote 25% du budget pour pouvoir assumer les charges qui existent depuis le 1er janvier sur ce nouveau budget, et les dépenses habituelles, hein, donc les salaires et les fluides. Et vous verrez que cette question-là est d'importance. Alors, précision également, le débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas une délibération sur laquelle on vote, c'est bien un débat. Donc, on vous propose de rentrer dans le détail des éléments financiers, d'en débattre et d'en prendre acte. Au 20 mars, nous voterons effectivement un budget. Alors, sur le contexte, personne ne l'ignore, mais on a souhaité quand même reprendre ce contexte en partant de différentes échelles. L'échelle mondiale, bon, effectivement, on est une collectivité de 8700 habitants de l'agglomération bordelaise, mais cette collectivité-là dépend des politiques métropolitaines, qui elles-mêmes dépendent des politiques nationales et de la conjoncture mondiale. Donc, ces différentes situations mondiales, nationales, ont un impact fort selon qu'il s'agisse d'un ménage, d'une entreprise ou d'une collectivité. On voit que les ménages ont eu différents outils pour contenir cette inflation, pour contenir cette crise énergétique, lorsque les entreprises n'ont pas forcément eu ce luxe-là, entre guillemets. C'est aussi le cas des collectivités. Donc ça, c'est vraiment une donnée importante à intégrer. Les collectivités, au même titre que les entreprises, n'ont pas eu la série d'outils que je vais énoncer tout à l'heure. Deuxième point de contexte, c'est la hausse des taux directeurs notamment, qui agit directement sur notre comptabilité publique et sur nos finances locales. C'est aussi une inflation mondiale qui est près de 9%. Pour ce qui nous concerne en France, on est plutôt à hauteur de 7%. Et si on veut aller plus loin, on peut même dégager une inflation hors carburant, et ça nous montre un peu plus la réalité des choses. On a enfin un déficit excessif de la France, donc là vous ne le voyez pas, mais en fait on fait partie, enfin vous le voyez mal ici, mais tous ceux qui nous suivent sur les réseaux le verront beaucoup mieux. On fait partie du pelon de tête des mauvais élèves en termes de déficit. Un déficit de la France, c'est 3 000 milliards, c'est un déficit colossal, et on est parmi les nations européennes les moins vertueuses. On se classe pas très loin de la Grèce, bon quand même bien derrière la Grèce, mais entre Chypre et le Portugal. On a aussi, donc, au-delà de ces déficits excessifs, on a aussi la guerre en Ukraine. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Malheureusement, on fête, entre guillemets, c'est pas le bon terme du tout, mais on subit justement cette guerre, et cette guerre qui a un tout petit peu plus d'1 an, et dont aujourd'hui personne ne peut ignorer les capacités des belligérants à se défaire de cette guerre. Et à travers cette guerre, c'est véritablement, je vous le disais, par ricochet, nos finances qui... les finances d'ailleurs des ménages, des entreprises, mais aussi des collectivités. Donc au niveau local, ce contexte se traduit par une collectivité comme la nôtre, par une multiplication par 3
de nos charges d'électricité et de chauffage. Dieu merci, on n'a pas de fuel. On a payé en 2022, à titre d'exemple, 500 000 € pour nos différentes charges d'électricité et de chauffage. Nos prévisions pour 2023, prévisions prudentes, parce qu'il s'agit d'être le plus sincère possible, sachant qu'on n'est pas à l'abri d'événements qui pourraient se passer, on ne veut pas insulter l'avenir, donc on passerait potentiellement de 500 000 € à 1,4 million d'euros. En tout cas, ces dépenses énergétiques ont été provisionnées à cette hauteur-là, donc entre 500 000 et 1,4 million, on va dire 1,5 million pour faire un coefficient de 3. Sachant que les ménages, pour ce poste-là spécifique, les ménages ont eu une augmentation contenue à plus 15%. Et nous, on est multiplication par 3, ça fait 200 et quelques, ça fait 200%. Donc, dans cet esprit, en fait, de poser les débats avant de rentrer justement dans les choses très très techniques, mais d'épargne brute, de capacité de désendettement, il faut quand même bien évoquer ce contexte-là, parce que les habitants ne savent pas forcément qu'on a notre facture énergétique qui a été multipliée par 3. Quand on chauffe un gymnase, la facture du gymnase, c'est 3 fois plus élevée. On a aussi d'autres factures qui ont largement augmenté. Je prends les denrées alimentaires. On a une politique très offensive sur la cantine, la restauration scolaire, sur le portage des repas aux personnes âgées. Les denrées alimentaires ont, elles, augmenté de 35% à ce jour. On n'est pas à l'abri d'une augmentation qui se poursuivent sur les prochains mois. Donc, à titre d'exemple, encore une fois, on a payé un peu moins de 250 000 €, 240 000 € pour être tout à fait précis, de denrées alimentaires en 2022. On estime qu'on payera en 2023, on provisionne tout du moins 320 000 €, un tout petit peu plus de 320 000 €. Donc ça fait 82 000 € d'augmentation sur les seuls denrées alimentaires. C'est à peu près 35%. Je vous évite le calcul de la variation relative. Dans ces autres éléments de contexte, on a par ailleurs aussi l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui a eu un impact de 180 000 € en année pleine pour la ville d'Artigues. Le budget de 2022 que nous avons voté nous a permis justement de mieux anticiper et de mieux amortir ces différents surcoûts. Je parle ici des gros marqueurs de notre politique, que vous connaissez. Nos marqueurs, c'est la solidarité et l'écologie. On a l'année dernière voté tous ensemble ici le remplacement de la chaudière à gaz de Fédot. On a eu le nez creux, en tout cas, sur le gaz. C'est une volonté au départ tout à fait d'amélioration et de transition énergétique, et on a bien vu que le gaz a eu des augmentations, je vous disais tout à l'heure, multipliées par 3. Donc ce budget qu'on a voté l'année dernière, ces transformations qu'on a décidées l'année dernière, avant guerre, avant crise, nous permettent aujourd'hui quand même de mieux absorber ces différents coûts, tout en, malgré tout, en ayant une gestion budgétaire à venir qui doit être très stricte. On a eu aussi le passage à l'éclairage LED l'année dernière, qu'on a voté avant la crise. L'éclairage LED, c'est une économie de près de 80% de la facture de l'éclairage public. On avait prévu depuis la campagne municipale d'ailleurs une extension de l'éclairage nocturne, et on voit qu'aujourd'hui toutes les communes ont pris, d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles, ont pris cette disposition de sobriété énergétique en fonction de la guerre, en réaction, alors qu'on a eu justement le bon goût, je dirais, de l'avoir anticipé et de l'avoir d'ores et déjà inscrite dès 2020. Et on a eu effectivement donc l'extension de l'arrêt des candélabres la nuit. Donc on peut dire que cette politique qui nous a amené à ce débat, cette politique sur l'année 2022, nous amène à nous dire qu'on a eu une bonne gestion financière, une gestion financière qui a été salvatrice et qui nous permet aujourd'hui d'être moins confrontés à la crise. On est dans le dur de cette crise, mais grâce au LED, grâce à la chaudière gaz qu'on remplace par de la biomasse, aujourd'hui on est moins impacté. Alors dans tout ça, on peut se dire, mais que fait l'État ?
l'État, dans sa grande mansuétude face à la situation des collectivités locales, l'État, on l'a vu innover surtout d'un point de vue sémantique. Il y a eu le filet de sécurité, ensuite il y a eu le bouclier tarifaire, et enfin l'amortisseur électricité. Ces trois outils, malheureusement, on n'y a pas forcément droit, nous, ville d'Artigues. Certaines communes y ont droit, mais nous, on passe justement à travers le filet de ces différents dispositifs d'État. Ces outils, en fait, n'ont pas eu un grand soutien par rapport à nos finances locales à Artigues. Et d'autres communes de la métropole vivent la même situation que nous, ce filet de sécurité, ce bouclier tarifaire et cet amortisseur électricité. Bon, évidemment, on fait l'ensemble des demandes. On a une démarche très offensive sur les subventions. C'est plutôt récent dans cette collectivité et on s'en félicite. On essaye c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on s'évertue à aller répondre à tous ces dispositifs, même si pour certains nous paraissent assez nébuleux, ou de la sémantique plus que d'un soutien aux collectivités locales. Mais en tout cas, nos demandes sont en cours, notamment pour l'amortisseur électricité, demande en cours auprès du SDEC et le syndicat d'électricité de la Gironde. Donc on attend avec impatience d'ailleurs les nouveaux dispositifs du Fonds vert. On pourrait se dire que malgré tout, on a pu avoir raison trop tôt sur, par exemple, l'éclairage LED. L'éclairage LED, c'était tout à fait un dispositif qui pouvait rentrer dans ces trois outils que j'ai cités, notamment le filet de sécurité et le bouclier tarifaire. Sur l'éclairage LED, on l'a fait avant-guerre, trop tôt. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui coche les cases du Fonds vert, sauf qu'on l'a déjà entamé et déjà quasiment réalisé. Donc on ne pourra pas prétendre à ces dispositifs de Fonds vert. Malheureusement, ceux qui n'ont pas été vertueux dès le début pourront utiliser ce dispositif. Nous, on a entamé cette transition énergétique bien avant. On ne veut pas non plus convoquer aussi toutes les querelles entre l'État jacobin et le girondisme local, mais néanmoins, on se doit de prendre acte de ces différentes formes de soutien. On va aussi rendre à César, ou plutôt à Jupiter, ce qui lui appartient. Il y a quand même une augmentation de la DGF. Ça fait 13 ans que la DGF n'a pas augmenté. Au contraire, la DGF baisse. On a perdu l'équivalent de 4,6 millions sur les 10 dernières années. Cumulé, bien sûr, j'entends. 4,6 millions, c'est aujourd'hui l'équivalent de notre trésorerie. C'est l'équivalent d'un groupe scolaire, d'une école maternelle et d'une école primaire. En 10 ans, ces 4,6 millions cumulés que nous n'avons pas, ça crée un manque à gagner. L'équipe précédente a connu évidemment cette situation. Nous la connaissons encore aujourd'hui. Je vous le disais, on doit rendre à César ce qui lui appartient. Il y a quand même une augmentation de la DGF, plutôt aller de 20 000 euros. Donc, hors effet de périmètre, la DGF se porte à 27 milliards à l'échelle nationale, ce qui représente donc une hausse de 320 millions pour l'enveloppe dotation globale de fonctionnement. Ces 320 millions d'euros à répartir d'ailleurs de différentes manières à l'échelle des 35 000 communes. Concernant Artigues, cette hausse s'élève plutôt à 20 000 euros. Donc sur les 320 millions d'euros d'augmentation de DGF, la DGF, en fait, elle est composée de deux piliers. Il y a la péréquation verticale, avec la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine. Et le second pilier, c'est le forfaitaire. Donc là, le forfaitaire n'évolue pas. Si on prend 500 euros, pour être précis, sur l'évolution du forfaitaire. Bon, 500 euros, quand on a un budget de 26 millions, c'est véritablement de l'ordre du symbolique. Mais néanmoins, on ne prend rien, par contre, sur la dotation de solidarité urbaine, c'est la péréquation verticale. Mais on prend quand même 20 000 euros sur la dotation de solidarité rurale. Je pense qu'on est tous d'accord qu'Artigues n'est pas une commune rurale, plutôt une commune périurbaine qui a tendance à devenir une commune urbaine. Mais néanmoins, on prend très volontiers cette dotation de solidarité rurale. Pour rappel, donc la DGF elle est calculée sur le nombre d'habitants. Donc il y a une population DGF et Artigues au dernier recensement, enfin à fin 2022, on a 8 758 habitants. Et c'est sur cette base-là que notre DGF est calculée.
Maintenant qu'on a dit ça, on peut se permettre de revenir sur la poursuite de la réforme des calculs d'indicateurs de péréquation. Les dernières ici même, qu'est-ce que ça veut dire ça, des indicateurs de péréquation? Parce qu'il faut peut-être faire un peu de dialectique. En bon français, ça veut dire que l'État a modifié ce qu'il considère être la richesse d'une commune. Les dernières, c'était déjà le cas et ça se poursuit. Donc, on n'a plus de taxes foncières, on n'a plus de taxes d'habitation. C'est un lapsus qui, vous verrez, vous remarquerez. Je n'ai pas de doute sur le fait que vous allez le remarquer. Mais en tout cas, ces calculs de péréquation, d'indicateurs de péréquation, nous donnent une richesse qui est artificiellement plus élevée. Il y a 2 ans, on avait à isopérimètre autant de ressources, mais l'État considère maintenant, quand il appréhende notre richesse, il intègre la taxe des pylônes, il intègre la taxe sur l'électricité, qui est une très vieille taxe historique, il intègre tout un tas de petites recettes qui augmentent finalement artificiellement nos ressources. On n'est pas plus riche que les dernières, mais l'État considère qu'on est plus riche que les dernières, donc le pourcentage d'aide sur une assiette plus élevée, et on a au demeurant un peu moins de recettes. Et on n'est pas les seuls. Sur les 28 communes de Bordeaux Métropole, 24 sont concernées justement par ces indicateurs de péréquation qui donnent notre richesse. À Artigues, on passe donc de 1 328 € par habitant en 2022 à 1 394 € par habitant. Donc ça fait une bonne soixantaine d'euros, mais 60 € multipliés par 8 700 habitants, ça a un impact clair sur nos finances. On va passer à la deuxième partie de ce débat, c'est les grandes orientations municipales. Alors on a des éléments de cadrage, donc la partie charge, évidemment la partie produit. C'est un cadrage qui est déterminé par 4 points. Le contexte d'accentuation des dépenses énergétiques. Le second point par des augmentations de dépenses d'alimentation. Le troisième par des augmentations de fournitures, dont je n'avais pas encore parlé, et des augmentations sur la masse salariale, en tout cas sur le personnel. Le deuxième point de cadrage, il pose le principe d'un retour à l'équilibre de la section investissement. C'est un ajustement donc du niveau de prévision sur la capacité à faire des services municipaux, mais également en fonction aussi des recettes que l'on prévoit. C'est-à-dire qu'on ajuste la capacité des agents et la mobilisation de notre ingénierie aux recettes que l'on perçoit. Donc les deux grands indicateurs qui donnent les orientations municipales, ce sont donc d'une part la capacité des endettements et d'autre part le taux d'épargne brute. Donc là, effectivement, on rentre un peu plus dans la technicité des finances locales, mais c'est pour ça que je tenais d'abord à présenter un contexte un peu étoffé. Donc en première synthèse, on peut dire que nos résultats de l'exercice de 2022 donc, relèvent d'un resserrement progressif et marqué des marges de manœuvre de la ville. Ce n'est pas une nouveauté. Toutes les collectivités, on est 35 000 collectivités communes, dans ce cas-là, donc on connaît tous ce resserrement progressif et de nos marges de manœuvre. Il y a un effet ciseau, on en parlait l'année dernière lors de ce précédent budget. Cet effet ciseau, il a été légèrement corrigé avec l'augmentation de la fiscalité sur le foncier l'année dernière. Néanmoins, cet effet ciseau, il a été certes atténué, mais les événements du contexte que j'ai largement expliqué, accentuent, je dirais, ou permettent de constater que l'effet ciseau demeure. Alors, on a eu des mesures fortes en 2021, justement, qui ont atténué cet effet ciseau. Je parlais de la fiscalité, mais je parlais aussi de la réduction du coût qu'on a sur l'éclairage et bien d'autres encore d'actions qu'on a menées. Donc cette situation, malgré tout, on l'a réduit l'année dernière, on a atténué le choc, sans savoir d'ailleurs que la crise allait arriver, mais elle a néanmoins un impact sur en tout cas, elle nécessite une réaction budgétaire.
Sur la capacité de désendettement, c'est le premier indicateur de la santé financière d'une entreprise, d'une collectivité. C'est aussi celui d'une entreprise au demeurant, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est le premier indicateur de santé financière. En 2021, il nous fallait 6 mois. Il fallait 6 mois à la ville pour rembourser entièrement la dette qu'elle a, en mobilisant entièrement son épargne. Le seuil d'alerte est à 10 ans et le seuil d'insolvabilité est à 15 ans. Donc le seuil d'alerte, c'est ce que vous voyez difficilement en jaune, et le seuil de solvabilité, c'est en rouge orangé. Artig, c'est la 4e ligne. Vous voyez que pour 2021, on est à 0,5 ans. Cette capacité d'endettement, elle est très largement en deçà des ratios, des ratios sur la même strate et des ratios de Bordeaux Métropole. À Bordeaux Métropole, on est un peu plus de 4, là je ne vois pas trop, mais on est à 4 et quelques. Quant à Artig, on est à 6 mois. 4 ans. 4 ans à Bordeaux Métropole pour 6 mois à Artig. Sur la même strate, on peut voir Carbon-Blanc, à peu près 8000 habitants, qui est à 7 ans. Bassins, qui est une commune vertueuse, qui est à 7 ans également. Donc la capacité de désendettement qui est projetée par contre au compte administratif, parce que là on parle budget, mais après il y aura le compte administratif. Pour 2022, s'affiche pour nous à 3,8 années, un peu moins de 4 ans en fait, de capacité de désendettement, et ça compte tenu du stock de la dette qu'on enregistre pour cette année, enfin pardon, pour l'exercice N-1. Deuxième grand indicateur financier, c'est le taux d'épargne brut. Le taux d'épargne brut, c'est le rapport entre l'épargne et les recettes. Au titre de l'année 2021, il s'élève, ce taux d'épargne brut, à 17%. Ça veut dire que si on fait une translation avec un ménage pourrait épargner 17% de ses recettes. Le seuil d'alerte est atteint si ce taux est inférieur à 10%, et le seuil d'insolvabilité, il est atteint si ce taux est inférieur à 7%. Donc nous, on est à 17%, donc on est sur un indicateur d'épargne brute qui est plutôt satisfaisant, qui est même très satisfaisant, on ne va pas utiliser des euphémismes inutiles. En 2022, le compte administratif proposera donc un seuil qui se dégrade, bien évidemment. Il se dégrade parce que la ville investit. Mais ça, c'est plutôt un bon signe. On peut se dire que la dégradation du taux d'épargne, c'est mauvais signe, etc. Non, c'est un bon signe dans la mesure où, évidemment, on reste entre le seuil d'alerte et le seuil d'insolvabilité. C'est un bon signe, pourquoi ? Ça veut dire que c'est une ville qui investit. C'est une ville qui dépense de l'argent en section d'investissement. Pas nécessairement, d'ailleurs, en section fonctionnement. Donc, les collectivités n'ont pas vocation à thésauriser et à faire de l'épargne. Ça, c'est bien toute la différence avec un ménage. Faire de l'épargne, c'est bien quand on est un ménage, mais quand on est une collectivité, on se doit de fournir des services. On se doit d'utiliser cet argent public, pour l'amélioration de la qualité de service, ou tout du moins, en période de crise, son maintien. Alors, le projet de budget pour 2023, je vous le disais en introduction, c'est toujours un marqueur d'une politique municipale. Et tous les ans, on aura ce marqueur-là, et tous les ans, on va ajuster, rectifier, amplifier, diminuer ces éléments d'orientation politique. Je vous le disais tout à l'heure, nos marqueurs sont très orientés sur la transition écologique. On a, avec l'éclairage LED, avec le remplacement de la chaudière à gaz par une chaudière biomasse, c'est évidemment aussi la création d'un groupe scolaire qui est parfaitement vertueux. Je ne rentrerai pas dans les détails de la certification, mais en tout cas, c'est un groupe scolaire, étant donné qu'on va le garder 50 ans, on a réalisé un groupe scolaire qui est très largement vertueux, qui apportera un confort d'usage justement à nos enfants et au personnel qu'ils fréquenteront. Et c'est aussi un point fort d'une transversalité avec notre politique culturelle, avec la création de ce site, de cette école à Fédot.
Évidemment, ces investissements, on va continuer à investir massivement et à déployer notre budget en section d'investissement avec la Halle de Marché, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une délibération au précédent conseil, mais aussi avec des investissements diffus. La Halle de Marché, on va la voir. Ça va être un point de polarité, notre commune, qui en manque fortement. La polarité d'Artigues, on la cherche encore. Cette halle de marché, elle va polariser notre commune autour d'un centre-bourg qui peut-être deviendra un centre-ville. Et cette halle de marché, elle s'accompagne d'investissements qui sont plus diffus. Alors je ferai une liste tout à l'heure qui n'est pas une liste à l'après-vert, et vous verrez justement que ce sont des points très précis qui sont timés avec une temporalité. Mais ces investissements diffus qui ne se verront pas aussi fortement que la polarité de la halle, on aura des investissements confortatifs pour nos bâtiments publics et notamment ceux qui accueillent du public. Donc c'est un budget que l'on qualifie, on pourrait dire, l'euphémisme traditionnel, c'est de dire que c'est un budget courageux. C'est ce qu'on entend à la radio, c'est un budget courageux. Mais en fait, on en est très fiers, c'est un budget qui ne lâche rien sur nos marqueurs politiques. Et ça, on veut le dire, on veut l'exprimer. C'est un budget qui est solidaire et écologique. C'est un budget qui ne lâche rien sur le soutien aux associations, malgré l'environnement que l'on connaît, malgré l'explosion de tous les coûts que j'exposais tout à l'heure. Marqueur solidaire, marqueur écologique, le soutien aux associations, le soutien aux seniors, le maintien des services, les services à la famille et les services à l'enfance. On rentrera dans la dernière section, dans la section d'investissement plus en détail. Avant cela, on va parler évidemment de la section de fonctionnement. La section de fonctionnement, donc elle retrace les opérations de gestion courante, tout simplement d'une collectivité, toutes les dépenses et toutes les recettes qui sont récurrentes. Nos factures téléphoniques, etc., les charges de personnel, ça c'est de la section de fonctionnement. Au titre de 2023, la section de fonctionnement va absorber donc, les différents impacts de la crise économique, parce que c'est sa vocation, la section de fonctionnement, et dépenses au premier rang desquelles figureront tout ce qui concerne l'énergie. Je vous rappelle qu'à ce titre, elles ont augmenté de 501,4 millions, je vous disais, sur l'électricité et le chauffage, que sur les denrées alimentaires, on prend plus 35%. Donc, on a, malgré un impératif de sobriété qui était érigé pour notre collectivité et dans notre politique, la politique de cette majorité, comme cet impératif de sobriété comme une valeur cardinale. Une valeur cardinale en 2021 déjà, et il demeure donc des facteurs exogènes qui vont lourdement peser sur l'équilibre de notre budget. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire aussi très clairement. On a différents facteurs exogènes que l'on ne maîtrise pas, qui pèsent, et notre budget de fonctionnement, il est là justement pour absorber ça, avec différents leviers. Et un des leviers, évidemment, c'est la politique fiscale. L'autre levier, c'est la politique tarifaire. Quand on fait un budget, on a différents intrants, on a des charges et des produits, évidemment. Dans nos produits, on a les produits de la fiscalité, mais on a aussi le produit des services. Services que l'on vend, évidemment, on n'est pas là pour se faire de l'argent sur les services que l'on vend, bien entendu, mais en tout cas, c'est par ailleurs un levier. Les recettes de fonctionnement, on a parlé de la section de fonctionnement. Ces recettes, c'est trois éléments. La DGF, la fiscalité locale et la fiscalité indirecte. Concernant la DGF, je vous expliquais qu'il y a ces fameux deux piliers, la péréquation verticale et la forfaitaire. On l'a dit, depuis 13 ans, c'est la première fois qu'elle augmente, même si elle augmente modestement. On affiche donc une part forfaitaire à 175 000 €, mais une augmentation de la DGF à 175 000 €, mais il y a toujours un mais quand l'État nous donne un peu plus d'argent, mais cette DGF est payée par l'État aux collectivités, elle s'est effondrée de 4,6 millions d'euros, je vous le disais en introduction. Le deuxième point, c'est la dotation de solidarité rurale. Elle augmente donc de 20 000 €, chose exceptionnelle, et elle affiche donc un budget à 120 000 €. La dotation de solidarité urbaine est à isopérimètre et la forfaitaire n'augmente pas non plus.
S'agissant de la fiscalité locale, je répète, il y a la DGF, la fiscalité locale et la fiscalité indirecte. Donc la fiscalité locale, ça reste de loin le levier le plus efficace. Ce n'est pas en augmentant les tarifs de la cantine qu'on va absorber les conséquences de la guerre en Ukraine. Et au demeurant, ce n'est pas du tout notre volonté. Mais la fiscalité locale, c'est le levier qui a un effet sur nos ressources. Vous l'avez vu à l'instant, l'État n'augmente quasiment jamais cette fiscalité et c'est tout à fait symbolique à l'échelle d'un budget global, un budget de fonctionnement à 14,7 millions. L'État nous donne 20 000 euros supplémentaires. Je passe sur le triplement de l'énergie et les 40% ou 35% de denrées alimentaires. Le point d'indice, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 180 000 euros. On attend également on est prudent et on provisionne une éventuelle augmentation du point d'indice pour juillet prochain. Donc on a provisionné une année d'augmentation de point d'indice. Le point d'indice, les dernières, c'est 3,5% de mémoire. Ça faisait des années qu'il n'avait pas augmenté, sachant que l'inflation de 2021 était de 2,9%. Donc l'augmentation de 3,25 ou 3,50, ce n'est pas non plus une sinécure. Mais en tout cas, on se félicite de cette augmentation pour les fonctionnaires qu'a décidé l'État, mais c'est avec le chéquier des collectivités. Donc on provisionne une demi-année supplémentaire, une demi-année d'augmentation, on provisionne 3% d'augmentation. Si c'est 4, tant mieux pour les agents. On provisionne aussi une augmentation du prix des matériaux, parce qu'on a parlé de l'énergie, des denrées alimentaires, mais il y a aussi le bois, il y a aussi l'aluminium, il y a aussi l'ensemble des matériaux de construction qui sont réalisés avec une cuisson, donc les tuiles, les carrelages, etc. Donc tous ces éléments nous imposent même de rendre nécessaire une évolution de la taxe foncière, de 2 points, d'1,99 très exactement. On en a parlé en commission, vous ne le découvrez pas. On vous propose en tout cas de faire passer cette taxe foncière sur les propriétés bâties de 44,32% à 46,31%. Donc 2 points. Il y a de nombreuses communes qui ont pris cette dynamique-là, parce qu'elles sont confrontées, comme je vous le disais, aux mêmes difficultés que nous. Nos voisins de la rive droite augmentent ou ont augmenté la fiscalité l'année dernière et cette année. Certains, d'ailleurs, l'ont augmenté de manière conséquente avec quelque chose comme 10 points ou supérieur à 10 points. À 46,31% de fiscalité, on reste dans la moyenne basse, sachant que nos autres collègues, on est à 46,31%. Nos voisins et nos collègues de Bordeaux Métropole vont augmenter, donc on restera sur cette moyenne basse de fiscalité. À noter par ailleurs que nous proposons donc cette augmentation de 2 points de la taxe foncière, mais l'État, à travers les bases, impose lui-même, par contre, sans vote ni débat, impose une augmentation des bases de 7,1%. Je vous le disais tout à l'heure, dans les produits d'une collectivité, on a la fiscalité évidemment, mais on a aussi d'autres services, des services payants comme la cantine, par ailleurs, même si on a rendu gratuit, par exemple, un service qui était payant comme la médiathèque, et l'augmentation, Corinne vous le dira, du nombre d'adhérents nous fait absolument pas regretter cette mesure. On souhaite aussi donc refondre une politique tarifaire à Artigues, parce que tout le monde paye 2 € à la cantine, par exemple, sans distinction de ressources. C'est un prix qui a un peu plus de 20 ans, diront mes collègues, enfin ils répondront plus précisément que moi. On est une des rares communes à avoir un prix unique pour tout le monde, indépendamment du bio, indépendamment du coefficient fiscal, pardon. Donc on souhaite travailler sur une refonte, enfin d'ailleurs c'est un travail qui débute, une refonte de ces tarifs-là pour beaucoup plus de justice et d'équité face à ces charges que subissent les habitants. On estime qu'on pourrait obtenir une augmentation de l'ordre de 10% de ces recettes liées. Je vous rappelle qu'on a 7 coefficients fiscaux, donc de 1 à 7.
sur largement, enfin un certain nombre de prestations que l'on propose. Il y a 80% pour certaines recettes qui sont quasi uniquement sur la classe la plus élevée, le coefficient 7. D'autres collectivités ont des coefficients fiscaux de 1 à 30. Nous, on est de 1 à 7. Donc on veut refondre cette politique pour plus de justice, pour plus d'équité. La commune étudie par ailleurs, au stade de l'étude, mais une augmentation de la fiscalité des résidences secondaires. Bon, c'est pas ça qui va rétablir ou redresser nos finances, mais il n'y a pas de raison que les résidences secondaires ne soient pas solidaires de l'effort qui nous est tous demandé. Donc cette augmentation, au demeurant, l'État nous y autorise. Je ne dis pas qu'il nous y encourage, mais l'État ne nous donne pas d'argent, mais il nous dit, voilà, vous pouvez augmenter les impôts. Et notamment sur la taxe d'habitation. Enfin, celle qui existe encore, c'est celle des résidences secondaires. Donc, compte tenu de ces éléments, le budget primitif de 2023 propose d'inscrire donc un montant de 6,41 millions d'euros, 6 millions, un peu moins de 6 millions et demi, au titre donc des recettes de fiscalité locale. Sur les dépenses de fonctionnement, en fait, les dépenses de fonctionnement dans une collectivité, c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, d'ailleurs, pour toutes les collectivités. Ces dépenses, elles sont marquées par une accentuation de la dynamique des charges. Vous le voyez, on a une dynamique qui n'est pas forte, mais en tout cas, elle est néanmoins présente. Et la bonne gestion nous impose justement de prendre en compte cette dynamique haussière. Cette dynamique est d'ailleurs très largement due à la crise et à l'inflation, mais cette augmentation de fonctionnement, elle est aussi liée à la nécessité de la politique de notre majorité de maintenir un niveau de service aux artiquets. Donc les dépenses de fonctionnement augmentent. Et on ne s'en cache pas, on le dit, on le répète d'ailleurs. C'est pas un tabou. Il y a des communes qui essayent de se dire, bon, les dépenses de fonctionnement, il faut à tout prix les maintenir. Nous, évidemment, on veut les maintenir. Évidemment, on veut que ça ne dérape pas. Mais quand elles augmentent, c'est parce que derrière, on propose un service. C'est parce que derrière, on ne veut pas supprimer, je prends un exemple au hasard, mais toutes les ADSEM pour les grandes sections. Il y a de nombreuses collectivités qui n'ont plus d'accès pour les grandes sections. Mais nous, on veut maintenir des services, on veut maintenir les séjours été, les séjours hiver des enfants. Et effectivement, c'est des dépenses de fonctionnement parce que c'est du personnel. Donc on est fiers, c'est pas le terme, mais on assume pleinement justement cette augmentation, certes relative, mais augmentation néanmoins de ces dépenses de fonctionnement. Parce que derrière, il y a un service, derrière, il y a une politique, derrière, il y a des enjeux sur lesquels d'ailleurs on a été élu. Ensuite, on a le chapitre 011, c'est très technique, le chapitre 011, donc on va l'appeler par son petit nom, c'est dépenses à caractère général. On a une hausse de 34% des dépenses à caractère général. Bon, c'est les fluides, c'est l'alimentation. Cette hausse est néanmoins tempérée par les efforts que nous avons votés, nous, l'année dernière, sur des dépenses non essentielles. On contient ces dépenses à caractère général parce qu'on ne veut pas non plus laisser glisser les dépenses et les services ont parfaitement joué le jeu d'une hiérarchisation des dépenses selon si elles sont essentielles, selon si elles sont plus ou moins essentielles. Donc d'ailleurs ces dépenses à caractère général elles augmentent aussi parce qu'on a un arrêté du Conseil d'État du 15 septembre dernier. Cet arrêté du Conseil d'État autorise nos fournisseurs à réévaluer les contrats. Donc nos fournisseurs nous disent, voilà, les repas du CCAS, typiquement, c'est plus 15%. Voilà, nos fournisseurs disent, il y a cet arrêté du Conseil d'État, donc on a un contrat certes qui nous lie, mais le Conseil d'État, et ça fait évidemment jurisprudence, nous dit, ces fournisseurs nous disent, on va augmenter les denrées alimentaires. Donc on doit absorber, on doit assumer ces augmentations de charges, et c'est pour ça qu'on contient nos dépenses et qu'on fait tous des efforts. Sur les dépenses de personnel, elles sont en progression, je vous le disais tout à l'heure. Si elles sont en progression, c'est parce qu'on offre du service, c'est parce qu'on maintient aussi des services.
On a deux facteurs. On a des facteurs externes, on a des facteurs internes. Les facteurs exogènes, c'est donc les décisions de l'État, encore une fois, sur le point d'indice. Ça participe à l'augmentation des dépenses. Nous, majorité, municipalité, on n'y est pour rien, cette augmentation des dépenses de personnel. Il y a la revalorisation du point d'indice également à venir, mais on a aussi des facteurs internes. C'est par exemple le recrutement d'une personne à la direction du patrimoine. Notre direction du patrimoine est très sollicitée parce que nous sommes une collectivité qui investit dans une nouvelle école. C'est pas tous les 50 ans qu'on fait une école, c'est à peu près tous les 60 ans. Donc notre direction du patrimoine est très largement investie. Donc elle a un soutien, personne qui accompagne dans l'ingénierie de ces montages. On a aussi une valorisation de l'IFSE. L'IFSE, on va l'expliquer différemment. Le salaire des agents territoriaux, il est composé de deux parties. Donc il y a le traitement. D'ailleurs, on n'appelle pas ça un salaire, on appelle ça un traitement. Il y a le traitement de base. Et puis il y a aussi les primes du régime indemnitaire. C'est ce qu'on appelle l'IFCE. On en a tous beaucoup discuté au sein de la majorité. Nombreuses collectivités n'ont pas suivi ce chemin-là, mais nous, on est très fiers d'avoir indexé justement l'inflation au régime indemnitaire. Donc, Total, on prenait l'exemple dans les précédents conseils, Total n'a pas répercuté sur ses agents les profits mirobolants que Total a fait. Total n'a pas répercuté l'inflation sur les salaires. De nombreuses entreprises n'ont pas répercuté l'inflation sur les salaires. Nous, on a décidé, après de grands débats, de répercuter cette inflation sur l'IFSE. Enfin, les autres charges de gestion courante et les charges financières, en français, c'est un barbarisme lexical, comptable. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est les subventions, c'est ça, les subventions aux associations et les subventions aux établissements publics. Il y a une volonté de la ville et une volonté de la majorité, malgré l'explosion de nos charges, de préserver le secteur associatif en prévoyant au titre de 2023, donc une reconduction de l'enveloppe attribuée en 2022. Pour le chapitre 66, c'est les charges financières relatives au remboursement de l'emprunt. Évidemment, on va avoir une ligne à ce sujet-là parce qu'on commence à rembourser l'emprunt. Elle est dans 137 000 euros pour le budget 23. Maintenant, la section investissement, le compte administratif devrait donc afficher un montant de dépenses d'équipement de 854 000 euros. C'est un indicateur important à retenir, avec 100 euros par habitant. Donc, je vous disais en introduction, des 8 700 articles. On a des dépenses d'investissement de l'ordre de 850 000, ça fait à peu près 100 euros. La municipalité va dire met 100 euros par habitant pour son investissement. Donc, au-delà du salaire des agents qui était la section fonctionnement. Donc, il y a 100 euros d'investis pour chaque habitant sur ce budget-là. On a le groupe scolaire, les travaux qui débutent en mars. On a la chaufferie biomasse en remplacement de la chaufferie gaz. Dépôt de permis en mars, travaux à l'été. La halle de marché qui a fait l'objet d'une délibération au précédent conseil. Thierry Lureau répondra plus précisément à ces questions, mais on en a déjà parlé il y a très peu de temps, avec un début de travaux, on va dire en fin d'été, mais il précisera les choses si vous le souhaitez. Il y a aussi les frais d'études sur cette section d'investissement, la mise en LED qui continue pour un peu moins d'1 million d'euros, la requalification du boulevard Feydeau pour moins de 150 000 euros, pour 144 000 euros, la création d'un système de ventilation du gymnase, c'est livré pour à peu près 60 000 euros, et la suite et fin de la maîtrise d'œuvre de l'école. Je vais finir ces éléments en remerciant alors attendez, il y a aussi un autre élément, je vais reprendre le détail précis parce que je vous en avais parlé tout à l'heure. Il y a une série d'investissements
je vous disais, des investissements plus diffus qui se voient moins, mais en tout cas qui existent néanmoins. Donc il y a le programme d'intérêt général pour l'ordre de 10 000 euros. Il y a le remplacement de la barrière levante, dont le chantier a déjà débuté. Enfin, les massifs béton sont posés en attente de séchage. La chaîne devrait être montée dans les prochains jours ou les toutes prochaines semaines, d'ici fin mars. Je vois le remplacement de la structure des jeux. Ça, c'est 18 000 euros pour la plaine des sports. C'est quelque chose auquel on tient. C'est déjà acté. Il y a des réparations qui sont prévues en fonctionnement et une partie en investissement. Donc on va réparer certains jeux et en créer d'autres sur cette plaine. Et il y a aussi une structure de jeu à l'école du parc avec le pont-singe, etc. Je vous passe les détails de la structure du toboggan, etc. Je vois aussi l'appurement obligatoire du compte 1069, c'est un peu technique, mais on passe en comptabilité, la comptabilité publique évolue, on passe de la M14 à la M57 pour que toutes les collectivités aient la même comptabilité. Donc ça nécessite l'appurement d'un compte de l'ordre de 85 000 euros. Ça, c'est une dépense, c'est un appurement obligatoire. L'amélioration également et le renouvellement, ce qu'on appelle le P3 du marché CVC. Alors le marché CVC, c'est clim, ventilation, chauffage, et le P3, c'est le gros investissement. Donc on ne veut pas, évidemment, ça nous a parfaitement courroucé de panne de chauffage dans les écoles. Et on investit massivement 65 000 euros cette année justement pour ces investissements-là, parce que ce n'est pas des choses qui doivent arriver. Et on prend nos dispositions pour que ça n'arrive pas. Donc un investissement massif sur ce gros... sur ces clims, chauffage, ventilation, donc l'enfouissement des réseaux au poteau d'Ivrac, les aménagements paysagers, Gascogne c'est fait, Gay-Lussac en mars, province en avril, Île-de-France en octobre, et la réfection de la tuyauterie de la centrale de traitement de l'air de la médiathèque pour 20 000 euros. Je ne vois pas la climatisation des dortoirs du multi-accueil. Est-ce que c'est... Si, ça y est. Bon, voilà, donc c'est aussi quelque chose auquel on tient, parce qu'on connaît les températures fortes dorénavant, et on tient au confort justement de ce dortoir. Je terminerai sur ce budget par la partie... prospective, sur la diapo slide d'après, les recettes d'investissement, voilà, donc la prospective. L'analyse prospective de l'évolution de l'épargne dégagée sur la section fonctionnement donc permet de proposer une vision à moyen et à long terme de la manière dont on pourrait évoluer nos finances. Cette analyse n'établit qu'une trajectoire possible, parce qu'on a bien vu que l'avenir est fait d'incertitudes, c'est un pléonasme, et que nos finances doivent absorber. La présente prospective a été établie justement en intégrant la mutualisation des services d'information qu'on a voté dans un précédent conseil mutualisation dès le 1er janvier 24. Et donc ces ratios, on va connaître dans les années à venir, dans les prochains budgets, on va connaître donc un taux d'épargne brute qui franchira le seuil critique, hein. On l'annonce, on le dit clairement, et on n'a pas de problème avec ça. Il franchira le seuil critique en 2023 et ne repassera pas sous le seuil d'alerte d'ici 2026. C'est pas quelque chose que l'on va découvrir. On le dit aujourd'hui très clairement devant tout le monde, mais c'est un marqueur, encore une fois, d'une commune qui investit pour la qualité d'usage et pour le niveau de service de ses habitants. Et la capacité d'endettement, je vous en ai parlé. Donc sur la gestion de la dette au 1er janvier 23, l'encours de dette s'établit à 4,5 millions à peu près. C'est suite à l'emprunt que nous avons fait, que nous avons voté les dernières. La dette s'élève à 510 euros par habitant contre évidemment 71. Les dernières, nous n'avons pas d'encours de dette. Mais cet encours de dette pour des communes de même strate en 2021 est à 700
75 €, donc c'est-à-dire quand même largement en dessous de notre encours de dette à 510 €. Donc cet encours de dette, donc, c'est le résultat de cet emprunt à la Banque Postale. Je vous le redis, on a fait un emprunt à taux fixe et on a eu ce bon goût, je dirais, de ne pas choisir un taux variable. On aurait choisi un taux variable, on aurait d'ores et déjà dépassé le taux fixe d'aujourd'hui. Donc on a pris à cette époque-ci un taux qui était un peu plus élevé que ce que proposaient les concurrents en taux variable. Mais on est très content parce qu'aujourd'hui, on aurait été dès la première année sur un taux supérieur à ce qu'on a. Quelques mots très rapides sur le budget annexe, parce qu'on a encore un budget annexe. L'année prochaine, on espère, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, mais on espère avoir plus qu'un seul budget. Le budget des écoles d'art, on versera une subvention de 191 500 € pour l'école d'art, subvention strictement maintenue au niveau de l'année dernière pour justement cette qualité de service qu'on souhaite préserver et ces grands marqueurs de notre politique. Dernier petit mot, monsieur le maire, si vous me permettez, pour remercier les agents de la ville qui ont joué le jeu d'un budget dans des conditions qu'on n'a jamais connues. La présente municipalité a connu effectivement un budget très chahuté par le Covid. C'était pas simple pour elle aussi de gérer un budget Covid. Nous, on gère un budget crise, on gère un budget d'une guerre dont on ne sait évidemment pas son issue. Donc un coup de chapeau donc aux agents de la ville qui ont joué le jeu de cette rationalisation des dépenses et cette optimisation de nos recettes. Et un remerciement tout particulier donc à Corinne Guillemet, au service comptable, et à Olivier Pujol, notre directeur administratif, qui en plus occupe également le poste de directeur général des services. Voilà, monsieur le maire, l'état peut être un peu long, mais au moins exhaustif. Je vous promets que le vote du budget sera moins dense, parce qu'aujourd'hui, on aura eu le temps de rentrer dans le détail. Monsieur le maire. Merci. Pardon, on n'a pas une petite partie sur le budget annexe, non? Non, rien. Sur les écoles d'art? Non, il n'y a pas de planche sur le sujet? Non, peut-être pas. Oui, juste. 191 500 € sur l'école d'art, strictement même enveloppe que l'année dernière. On ne veut pas sacrifier l'art sur le dos de la guerre. Bien, merci Monsieur Messaïd pour ce travail et cette présentation détaillée. Et donc je vais passer la parole au groupe qui voudra bien la prendre. Groupe d'opposition. Donc personne ne veut prendre la parole. Oui, monsieur le maire, oui. Alors Monsieur Colombo, je vous donne la parole. Je vous remercie. Écoutez, comment dire, on est aujourd'hui dans un débat plutôt de désorientation budgétaire que d'orientation budgétaire, si je pouvais avoir ce jeu de mots. Pourtant, on n'est pas dans une situation où l'humour pourrait prédominer. On s'aperçoit quand même qu'on a un budget compliqué qui s'annonce, malgré, vous l'avez dit, une augmentation de la DGF et des dotations globales, ce qui, vous l'avez souligné, ça fait des années que ce n'était pas arrivé. Et donc, on est passé à pas très loin de la catastrophe, mais l'État a revu sa copie au dernier moment. Et c'est une très bonne chose pour nous, et heureusement, parce que je ne sais pas où c'est qu'on irait. Effectivement, vous avez déjà augmenté la taxe foncière l'année dernière, puisque c'était un levier que vous avez actionné. Déjà, à l'époque, ça a fait à peu près 11% d'augmentation déjà pour les propriétaires, pour les artigués. Et cette année, vous vous proposez de refaire la même chose, même si le taux est différent. Comme vous l'avez dit aussi, la base communale augmente aussi, la base de calcul augmente, ça fait à peu près 11% de plus, donc à 22% d'augmentation de la taxe foncière en 2 ans. Je pense que les artiliers vont apprécier, sachant qu'ils ont eu l'inflation eux aussi. Alors effectivement, les fluides n'ont pas augmenté de la même façon, puisqu'ils ont eu un bouclier de 15%, que de 15%. Contrairement aux communes qui, pour l'instant, tirent un petit peu la langue, même si on va quand même bénéficier d'un dispositif quand même, on va quand même en avoir un, ce qui n'est pas négligeable, ça va nous aider quand même à survenir à ces dépenses énormes pour le 2023, même si les prix
qui sont annoncés à la baisse pour 2023, on se pose quand même des questions. Après, sur le fonctionnement, on se fait peur, hein, parce que l'augmentation de charges de personnel, bon, ça, c'est normal. Hein, il y a eu l'augmentation du point d'indice et on va s'en féliciter parce que ça fait longtemps que ça n'avait pas bougé. Alors effectivement, c'est les collectivités qui ont l'augmentation du point d'indice. Mais c'est normal, c'est leurs agents, hein, c'est pas l'État qui va prendre en charge les salaires des agents des municipaux. Ils prennent déjà ceux des fonctionnaires d'État. Par contre, on a quand même des indices qui nous font penser qu'on a quand même des pistes d'amélioration. Et là, je vais vous poser des questions. J'attends quand même des réponses. C'est les augmentations sur l'assurance statutaire de 55%. Ce qui quand même démontre qu'il y a un taux de sinistralité chez les agents qui est énorme. Donc en commission, on nous a parlé de faire des études sur les risques psychosociaux qui ont été faites. J'entends, ça a été fait, mais quelles sont les préconisations que vous avez apportées? Quelles sont les améliorations pour faire baisser cette sinistralité qui coûte très très cher et il va falloir financer différemment? Et puis des agents qui travaillent sereinement, avec des conditions de travail sereines, ça, forcément c'est beaucoup plus productif que de rester, d'être en arrêt. Vous parlez de la taxe, oui, on a parlé de la taxe foncière qui augmente, mais il y a la TPE qui n'a pas augmenté depuis 2011, monsieur le maire. Et je pense qu'il aurait, même si c'est symbolique, hein, ça aurait pu aussi être mis en avant aussi, parce que je pense que tout le monde doit pouvoir participer à l'effort de guerre, hein, pas que les artilleurs en particulier. Une chose qu'on n'a pas entendue non plus, et qui est symbolique aussi, c'est la baisse aussi des indemnités des élus. Pourquoi pas? Pour montrer qu'eux aussi participent à l'effort de guerre, parce que le 2023 va être vraiment une année compliquée, et que franchement, j'espère qu'on ne va pas faire comme en 2022 où on va voter des libérations modificatives pour pouvoir payer les agents parce qu'à un moment donné, on a eu des difficultés pour les payer. Et donc, effectivement, j'aurais aimé entendre ce genre de discours où tout le monde met la main à la poche, même si c'est symbolique. Mais ça, on ne l'a pas entendu. Vous demandez aussi une augmentation de cantines, des services, pour pouvoir maintenir les services, mais à un moment donné, je pense qu'on va avoir quelques difficultés, parce que les pistes que vous annoncez, alors vous avez annoncé une augmentation de la cantine, enfin des frais de repas, de la fabrication de 18%, et d'après ce que j'ai vu dans déjà les projets, il va y avoir une sacrée augmentation de la cantine pour certains, qui au final risque de rapporter beaucoup plus à la commune. Et donc ça va être compliqué de demander à des gens d'augmenter les tarifs, de payer 150% de plus cher de cantine, surtout quand ils ont des fratries, dans la même école. Donc tout ça nous pose vraiment problème. On entend les investissements, j'entends que vous parlez encore des investissements sur les LED pour 2023, sauf que c'est quand même sur le budget 2022, ça a été voté, c'est du reste à réaliser, donc je ne vois pas trop ce que ça vient faire sur le budget 2023. Ça ne va pas avoir un coût supplémentaire. On parle de 100 € par habitant d'investissement. C'est très faible, hein, quand on voit en plus qu'on va, et vous l'annoncez, vous ne vous cachez pas de le dire, que le taux d'endettement va être compliqué, on va atteindre un taux d'épargne brute compliqué, hein, on va atteindre le seuil d'alerte très rapidement, et on s'en approche, et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Messaï, vous avez parlé de 17%, vous êtes trompé, on n'est pas à 17%, on est déjà à 12,47%, 17% c'était l'année dernière, hein, donc on descend, on s'en rapproche. Il y a eu un lapsus, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on était à 17%, on descend à 12%, et on va être en dessous du seuil d'alerte très rapidement. Et c'est pas parce qu'on est en dessous du seuil d'alerte que c'est synonyme d'investissement. Parce que quand on voit 100 € par artigué, quand on voit le prix du fonctionnement par artigué, on est loin de l'investissement. Quand on voit des communes comme Ambès qui ne sont pas dans le seuil d'alerte et qui investissent énormément, ils arrivent à gérer tout ça. Donc effectivement, on a des craintes, on a des doutes, et on a des questions, et on attend vos réponses.
Je passe la parole à M. Lureau pour une réponse sur la TLPE. Juste très rapidement concernant la TLPE, M. Colombo, TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure, c'est un sujet que nous avons abordé et auquel nous réfléchissons effectivement très fortement. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va rapporter un petit peu, même si on augmente le taux à son niveau maximum, le coût que ça pourrait ramener, le budget que ça pourrait ramener à la municipalité, c'est de l'ordre de 22 000 euros. Il faut bien cibler parce qu'il ne faut pas non plus taper sur les petits commerçants. Aujourd'hui, la taxe est exonérable pour toutes les surfaces inférieures à 12 mètres carrés. Donc normalement, ça devrait les exclure. On est juste en train d'analyser la liste précise de ce qui est fait pour ne pas pénaliser ceux qui n'en nécessitent pas en augmentant ces taxes. Mais oui, c'est à l'étude. Donc on l'a pris en compte. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Je répondrai après sur l'ensemble des réponses. Monsieur Merci, Cholet, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc nous, on n'a pas forcément, on a une vision, on veut dire, un peu plus globale. On ne va pas rentrer dans les débats des chiffres. Donc je vais vous lire le commentaire qu'on a dressé ensemble. Donc après la pandémie qui a, comme partout en France, assommé les Artiguaises et les Artiguais, nous voilà désormais englués dans une crise énergétique qui n'en finit pas. Après tout juste un an de ce conflit armé, nous subissons, comme tout le monde, les effets pervers d'une inflation aux conséquences fâcheuses pour tous les ménages et plus particulièrement pour les plus modestes. Pour ces derniers, la hausse générale des prix impacte directement le mode de vie de nos citoyens et modifie de façon pernicieuse le quotidien des Artiguaises et des Artiguais. L'inflation, vous le savez, ne frappe pas les ménages de la même manière. Elle s'engouffre et s'immisce dans les corps et les esprits, pauvres ou riches, les rendant ainsi malades et également affaiblis, les plus résistants. On aurait pu imaginer dès lors, en tant que citoyen artiguais, retrouver un peu de bon sens, une protection, un soutien participatif ou simplement une proximité rassurante sans la présence de la majorité municipale. Mais ce projet de politique budgétaire présenté ce soir traduit en substance, à notre sens, un manque cruel de clairvoyance sociale et d'objectivité sincère. On mélange tout et on punit une seconde fois. Dans un monde où tout augmente tous les jours, dans un monde où les entreprises ferment et licencient tous les jours, dans un monde où les plus fragiles souffrent au quotidien, la majorité municipale d'Artigues-Près-Bordeaux, pour 2023, fait le choix incongru de majorer le tarif public et d'augmenter ainsi et à nouveau l'impôt. Tout cela, nous pensons, tout cela n'est pas très social. Comment ne pas s'interroger sur cette politique budgétaire présentée ce jour? À ces lectures, nous en comprenons les facteurs exogènes qui impactent les finances et bien entendu imposent les rigueurs. Mais vous fabriquez aussi des facteurs endogènes, M. Messailly en a parlé, mais vous n'en parlez pas beaucoup. Ils sont cachés, il serait juste que vous en preniez conscience. Augmenter l'impôt, l'an dernier, ne vous suffit plus. Puis-je vous le refaire pour une seconde année? C'est ce que peut-être vous avez pensé. Vous choisissez ainsi la facilité, c'est plus simple que de trouver d'autres solutions. Mais comme disait Audiard, les emmerdes volent toujours en escadrille. Vous en prenez le soin d'annoncer ce soir des supposées augmentations de tarifs qui, dans les faits, verront obligatoirement le jour très prochainement. Tout cela n'est pas très social. Vous avez donc fait le choix de punir encore plus les Artiguais, de les sacrifier sur l'autel de la rigueur budgétaire, en accentuant encore davantage la tristesse, la pauvreté et la misère sociale. Et tout cela n'est pas très social. Vous préférez faire payer les Artiguaises et les Artiguettes de reporter éventuellement certains investissements. Ces derniers sauront reconnaître en vous la sagesse de l'édile. Tout cela n'est pas très social. Mais comme disait Gilberto Arrocro d'Alcantara, la sagesse réside dans le cœur de celui qui possède la richesse d'esprit et non de celui qui garde l'esprit de la richesse. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Non, pas pour l'instant. Alors, bon, je ne vais pas refaire toute l'explication qui a été donnée. Donc, la politique que l'on applique, c'est très simple, hein. Nous sommes soumis donc à cette crise en Ukraine, dont on ne sait pas si elle va et quand elle va se terminer, surtout. Donc, nous avions été l'année dernière amenés à faire le travail qui n'avait pas été fait depuis 10 ans, de faire un rattrapage et de faire en sorte de stabiliser les dépenses et les recettes surtout de la collectivité, puisqu'on avait laissé s'effondrer les recettes, 4,6 millions d'euros en 10 ans, absolument sans aucune réaction, alors que les besoins de la collectivité, les besoins sociaux continuaient. Donc il fallait bien faire quelque chose. Cette année, nous sommes impactés très durement, nous l'avons dit, plus d'1 million d'euros de dépenses supplémentaires. Alors on pourra aussi se contenter de faire
ce qui a toujours été fait, et de laisser à l'abandon un certain nombre de bâtiments publics et de politiques publiques. Nous réagissons et nous faisons en sorte de maintenir le niveau de service et le niveau d'investissement, avec, vous le savez, un niveau d'investissement en 2023 qui sera considérable, qui est celui à la fois de l'école FEDO, pour ne citer qu'elle, plusieurs millions d'euros, un investissement donc jamais réalisé depuis de très nombreuses années. Les plus gros investissements du passé étaient l'école de la Plaine et précédemment la médiathèque. Voilà. Donc là, on est sur cette même logique, de faire en sorte que ce soit la scolarité qui soit privilégiée. L'écologie, bien sûr, avec M. Messéi l'a redit, la chaudière bois, qui n'est pas simplement un changement de chaudière, en fait, c'est une chaufferie bois avec un système important. Il faut aussi un permis de construire, ce genre de choses pour l'installer, donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, donc il faut des études, et c'est un projet important pour la collectivité et pour le site du secteur FEDO, et puis une halle de marché avec sa toiture photovoltaïque, puisqu'il est quand même grand temps de produire de l'énergie de manière plus écologique et plus respectueuse de l'environnement. Voilà. Donc cette politique-là, on la décline, on insiste sur ces faits-là, et on n'est pas en train donc de taper sur les artiguets, comme vous voulez bien le dire, mais simplement de faire en sorte de maintenir dans cette commune un niveau de service, un niveau de qualité qui sont attendus par les artiguais. Les gens nous le disent, oui, effectivement, on comprend la situation, et oui, nous sommes prêts à faire des efforts pour que la situation soit maintenue, et non, on n'a pas envie de réduire tous nos services, et on n'a pas envie de laisser nos bâtiments publics et notre patrimoine être abandonnés. Voilà, donc je sais que ce n'est pas forcément la même politique du mon côté droit de l'opposition ou du côté gauche. Enfin, parfois, je ne sais plus trop quelle est la droite ou quelle est la gauche quand j'entends les discours, mais ça, ce n'est pas très grave. Voilà ce que je pouvais dire concernant quelques points sur l'aide. Effectivement, donc M. Messéi a rappelé que notre investissement en LED avait été absolument pertinent. Et nous avons eu donc on va dire la bonne idée de le faire au bon moment, puisqu'aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'électricité, si nous n'avions pas cet impact de l'aide, nous aurions des dépenses beaucoup plus importantes en électricité, de l'ordre de 60-70 000 euros de plus. Donc là, on amortit réellement en ayant fait l'investissement l'année dernière, même si on n'a pas pu bénéficier du fonds vert, qui aurait peut-être permis d'en prendre une petite partie. Voilà. Et un dernier point concernant donc le personnel. Je rappelle que, M. Colombo, vous avez dû oublier, peut-être, mais je ne sais pas si vous étiez sur la même planète que nous, qu'il y avait eu la crise Covid en 2020 et 2021 avec beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup d'arrêts qu'il a fallu compenser, et donc ce qui engendre donc des taux de sinistralité importants. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais dire. Et puis quand on fait référence à la commune d'Ambès, effectivement, il y a des communes qui ont des fonciers d'entreprises très très importants et qui apportent. On voit que la commune d'Ambès, c'est une des communes qui a le plus gros potentiel fiscal de la métropole. Et évidemment, quand on a de tels revenus fonciers, on peut se permettre bien sûr d'investir. Voilà pour l'essentiel de notre intervention et de ce débat d'orientation budgétaire. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Colombo. Oui, merci Monsieur le maire. Je vous remercie pour mon état d'esprit et vos réflexions sur mon état sur notre planète. Je n'étais pas sur notre planète, j'ai bien vécu la période Covid comme vous. Les arrêts pour dépression des salariés, des agents de la commune, ils ont commencé bien avant la période Covid et ils continuent encore maintenant jusqu'à ce que même les agents qui sont élus refusent de venir en séance de comité technique tellement ils ont une problématique dans la commune. Donc, vous ne voulez pas en parler, mais vous voulez en parler. Hein. Donc, le Covid n'est pas pour grand-chose sur l'état actuel du sentiment des agents de la commune. Il y a d'autres problématiques et il va falloir les traiter. D'ailleurs, ce n'est pas à cause du Covid que vous avez fait les analyses des risques psychosociaux. Le Covid y est pour autre chose.
Donc, je veux bien entendre tout ce que vous voulez entendre, mais enfin, tout ce que vous voulez dire, mais à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Autre chose, parler de la chaufferie bois. Effectivement, d'ailleurs, en son temps, on vous l'avait déjà proposé, hein, de faire ce passage-là, y compris pour le reste de la commune, pour les écoles, par exemple, puisqu'on a du matériel qui commence à être obsolète et qui nous coûte très cher en entretien, surtout avec le contrat d'Alkia qu'on avait. On vous l'a proposé. Après, est-ce qu'il est utile de maintenir, malgré les études que nous avons financées, pour l'instant, une halle qui va coûter un certain montant et voilà, qui pourrait être utilisée justement pour passer à une chaufferie bois dans les écoles, par exemple, pour éviter des pannes de chauffage qui arrivent encore trop souvent, avec des élèves qui sont dans des classes avec un manque de chauffage criant. Et ça coûterait moins cher en gaz, effectivement. Donc petit à petit, on pourrait investir, parce que la halle, à part, effectivement, Monsieur Leroux, vous l'avez dit, la halle, ça va être joli, les gens vont la voir. Ils vont voir qu'on a investi. Mais l'utilité en elle-même, elle est très limitée. Donc cet argent-là, on pourrait le mettre ailleurs et reporter ce projet à plus tard. Parce que les études, on les a payées, elles ne sont pas perdues. Hein. On pourra les réutiliser plus tard. Donc voilà, il y a d'autres façons de gérer les choses. Donc on nous demande des propositions. Des propositions, on vous en a déjà faites. Hein. Donc on ne vit pas sur une autre planète. Quand je vois aussi dans les investissements le désamiantage préalable aux travaux de l'ancien logement de fonction pour les écoles, je ne comprends pas pourquoi c'est à part et que c'est encore en plus. Ça commence déjà, on commence à avoir des frais supplémentaires pour l'école, alors que ça devrait être déjà dans le prix de l'école. Et là, on voit apparaître qu'il y a du désamiantage à financer. C'est problématique, on voit des choses comme ça. Voilà. Les LED, comme je l'ai déjà dit, c'était déjà dans l'investissement de 2022. Donc je ne vois pas ce que ça va voir là, dans le 2023. C'est un reste à charge qui n'a pas été totalement utilisé. Et d'ailleurs, j'attends aussi ma réponse à la question sur le nombre d'aides qu'on a touchées pour pouvoir passer au LED sur toute la commune. Mais je n'ai toujours pas eu cette réponse. Merci. Je veux bien vous faire les réponses X fois, Monsieur Colombo. Je vous ai dit que ce sera seulement au moment de la vente des C2E et que pour ces LED, ce sera de l'ordre de 70 000 €. Je vous remercie de noter que c'est bien avant le Covid, effectivement, qu'il y avait des problèmes dans cette collectivité, peut-être de risques psychosociaux. Donc avant le Covid, c'était avant que mon équipe et moi-même ne soyons en place. Donc maintenant, nous faisons notre maximum pour régler les problèmes. Et effectivement, ce n'est pas toujours très simple. Monsieur le maire, si je peux me permettre. Et pardon, Enfin, monsieur, je finis. Pardon, je finis. Vous avez l'air de dire d'accuser une ancienne Monsieur municipalité. Cholet, pour le respect des débats, vous pouvez reprendre la parole après si vous la demandez. Il n'y a pas de difficulté. C'est monsieur Colombo qui me dit c'était bien avant le Covid. Donc vous répondrez à monsieur Colombo si vous voulez. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est monsieur Colombo qui l'annonce. Donc permettez-moi de vous dire que vous aurez le débat avec monsieur Colombo si vous voulez, sachant qu'on est quand même sur le débat d'orientation budgétaire pour ces éléments. Et puis en fait, effectivement, on peut toujours arrêter tous les investissements et tous les projets, mais nous, ce n'est pas ce que l'on veut. D'un côté, vous nous dites, vous avez 100 € d'investissement, c'est très faible, et de l'autre côté, vous nous dites, vous faites trop d'investissement. Donc on peut toujours effectivement tourner dans tous les sens les sujets. Donc quand on n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais vous n'êtes pas d'accord sur grand-chose, mais ça c'est votre choix. Et donc nous, on réaffirme une politique qui est celle de maintenir le niveau d'investissement et le niveau de service pour les Artiguais aussi longtemps qu'on le pourra. Je ne sais pas ce que donnera la crise l'année prochaine, si effectivement on a encore des taux d'inflation très très élevés. Peut-être qu'à ce moment-là, on sera obligé de rogner sur un certain nombre d'éléments, mais pour l'instant, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Voilà pour ce débat. Nous allons donc maintenant, puisqu'il n'y a pas de vous vouliez reprendre, bon, puisqu'il n'y a pas d'autres prises de parole, donc nous allons passer. Nous prenons acte de cette délibération et je vais repasser la parole à monsieur Messey pour la délibération suivante. Merci, monsieur le maire. Une délibération beaucoup plus courte, je vous rassure, et tout à fait technique et pas du tout politique, contrairement à la précédente lecture. Là, il s'agit donc de la perte de créances irrécouvrables sur la période 2024-2021. C'est une
délibération qu'on prend habituellement, hein, c'est pas une nouveauté, c'est tout à fait technique. Donc en fait, on a des admissions en non-valeur qui sont demandées par le comptable public. Toutes les diligences de rigueur ont été accomplies, les poursuites ont été engagées dans les délais réglementaires. D'ailleurs, toutes ces admissions en non-valeur ne font pas obstacle à un recouvrement ultérieur. On a, pour être bref et synthétique, on a deux types de créances que l'on vous propose d'admettre en non-valeur. Il y a les créances sur le budget principal, 2033 €, et les créances sur le budget annexe pour 204,35 €. Je vous propose donc d'admettre en non-valeur ces différentes créances sur les deux budgets. Et je vous donne d'ailleurs la lecture très précise. Donc on vous propose de décider et de dire que la régularisation des admissions en non-valeur sera effectuée par l'émission d'un mandat sur l'exercice en cours imputé sur le compte 6541, admission en non-valeur, du budget principal et du budget annexe. Je ne pouvais pas le dire par cœur. Monsieur le maire. Oui, y a-t-il des questions? Oui, Madame Ricbosch. Juste une petite question pour éclairer ma lanterne. Pourquoi Monsieur le Trésorier de Pessac? On dépend de cette trésorerie-là, le comptable public. D'accord. Très bien, merci. Depuis peu de temps. Ça a été transféré de la trésorerie de Senon à la trésorerie de Pessac depuis le début de l'année, je crois. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Donc, délibération suivante, elle concerne donc le programme d'école contractualisé sollicité auprès du département de la Gironde pour le groupe scolaire FEDO. Donc pour ce groupe scolaire, donc nous avons fait une demande d'aide financière qui a été prise en compte par le département de la Gironde, et maintenant il convient de passer par la signature d'une convention. Donc elle se passe en deux étapes. Il faut donc pour cette convention une délibération du conseil municipal qui permettra ensuite d'être présentée en commission permanente du département, et où l'on voit que notre estimation avec les informations que l'on avait était dans le plan de financement du projet d'école de 213 000 €. Et la bonne nouvelle, même si on n'a pas encore le résultat, bien sûr, c'est que le tableau joint, nous pouvons prétendre à une subvention de 280 000 €. Donc, ce qui fait que nous atteindrons pratiquement les 80% de demande de subvention pour ce groupe scolaire. Même si bien sûr il n'y a pas d'assurance à ce jour que les 280 000 € seront versés, puisque c'est la commission du département qui, en fonction de son potentiel, on va dire, d'aide, pourra nous accorder tout ou partie de ce montant-là. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Eh bien écoutez, nous passons au vote. Donc qui est pour, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Et donc qui est pour? Je vais demander de lever la main. Merci. Donc à la majorité, la délibération numéro 9 est adoptée. Alors la délibération suivante, numéro 10, elle concerne la mise à jour du tableau des effectifs, avec cette fois-ci donc le recrutement d'un attaché principal au poste de directeur général des services. Donc nous supprimons le poste d'attaché territorial, puisque le nouveau directeur général des services arrive avec un poste avec un grade donc d'attaché principal. Donc c'est simplement une modification du poste. Le deuxième poste concerne la réussite d'un agent technique principal de deuxième classe aux espaces verts. Donc nous supprimons son poste actuel pour lui autoriser l'accès au concours, pour valider son concours, et donc on crée le poste d'agent technique territorial de deuxième classe. Et une modification concernant les écoles d'art avec des quotités où un enseignant passe de 5h15 à 5h45 et l'autre enseignant passe de 8h à 10h. Donc ces deux concernant les écoles d'art, ça reste dans le budget des écoles d'art, comme l'a indiqué tout à l'heure, qui reste constant, qui restera constant donc cette année. Y a-t-il des questions sur ces mises à jour du tableau des effectifs?
Pas de questions, mais je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Délibération numéro 11. Donc, il s'agit de proposer la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, il s'agit essentiellement de modifier, c'est la présentation qui a été faite en commission, donc concernant le procès verbal, puisque nous proposons ici de ne plus retranscrire en intégralité les débats du conseil municipal, mais seulement retranscrire la teneur des discussions au cours de la séance, puisque nous avions des PV qui étaient très très longs, qui parfois prenaient un peu tous les écarts de langage ou onomatopées des différents conseillers municipaux et élus autour de cette table, voilà, avec pas toujours des échanges absolument intéressants à retranscrire par écrit. Ce qui compte, c'est la teneur, on va dire, de ce qui est émis par les différents groupes et par les différents conseillers municipaux. Y a-t-il des questions sur cette... alors, sachant que ça présente aussi, pardon, je termine, l'avantage de donner moins de travail aux employés municipaux qui tapaient absolument l'intégralité de ces échanges. Et puis encore une fois, pour éviter d'avoir des choses qui ne soient pas très très lisibles, puisqu'entre ce que l'on peut exprimer à l'oral et le compte-rendu écrit à lire par les différents utilisateurs de ces PV, il y a quand même un intérêt à avoir quelque chose d'un peu plus réduit. Voilà, pour l'essentiel. Donc, y a-t-il des questions? Monsieur Colombo. Merci, monsieur le maire. Mais écoutez, je ne vais pas vous surprendre en disant que nous sommes contre cette délibération, hein, puisque passer d'un procès verbal retranscrit à un condensé avec un ressenti traduit. Déjà, il va falloir traduire le ressenti, parce que le ressenti, tout le monde n'a pas le même ressenti. Donc, il faudra... ça va être compliqué. J'appelle ça un déni de démocratie. On passe de quelque chose de... J'aime bien les commentaires, à entendre des bruits de fond quand je parle, c'est très désagréable. Si des gens ont des choses à dire, ils peuvent le dire aussi en commission quand on en parle. Et je l'ai dit ça en commission, donc je vous surprends pas aujourd'hui, donc vous ne faites pas les gens surpris. Passer d'un compte-rendu, un procès-verbal complet à cette chose réduite, ça restreint la démocratie. Les gens, quand ils vont lire, ils ne vont pas avoir les échanges complets. Et là, vous m'avez répondu, et je sais que vous allez me répondre la même chose, ils peuvent suivre sur Facebook. Mais quand une commune en est restreint à dépendre de Facebook, d'une vidéo, et retranscrire même des PV par rapport à une vidéo et non un enregistrement comme on le faisait jusqu'à présent, sur une clé USB pour pouvoir faire la retranscription, je trouve qu'il y a un glissement dangereux sur la sincérité des choses. Donc oui, on est inquiet, et vous avez déjà dit que la retranscription d'un procès verbal, ça revenait à peu près à 250 € si je ne me trompe. C'est le prix de la démocratie, et que les artigués puissent lire la totalité des débats s'ils les lisent, et qu'ils puissent en avoir l'accès, chose qu'ils n'auront plus. Ce que vous avez oublié de dire aussi, c'est qu'il n'y aura plus d'affichage sur le tableau d'affichage en mairie. Donc il faudra que les gens aillent sur le site internet pour voir les retranscriptions avec les ressentis. Donc je trouve ça dommageable. Merci. Une autre intervention? Oui, Madame El Fadi. C'était pour dire que nous aussi, on a été contre cette délibération, parce qu'on constate aussi que les artiquets ne sont pas tous équipés numériquement. Et donc, c'est pour cela qu'ils n'ont pas accès à la transparence des informations. Voilà, merci. Alors, je précise que vous pouvez toujours faire état, lorsqu'on fera un vote, quand on met au vote le procès-verbal au conseil municipal suivant, vous pouvez toujours faire état de vos souhaits de correction et joindre éventuellement des interventions, des observations. Et écrire, ces observations transmises ou formulées seront intégrées à la fin du procès-verbal
Donc vous avez tout à fait la possibilité d'amender donc le compte-rendu qui sera fait, sachant que la loi, bien sûr, ne nous oblige absolument pas à faire un compte-rendu intégral, et simplement à faire un compte-rendu avec la retranscription de la teneur des discussions. Donc nous sommes conformes à la loi dans un pays démocratique tel que la France. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Monsieur Colombo. Oui, juste une dernière chose, monsieur le maire. Vous dites que la loi vous y autorise, mais la loi vous y autorise, elle ne vous y oblige pas. Pourquoi avoir cette volonté d'aller au minimum plutôt que de rester au niveau de qualité que nous avions parce que si c'est ça le début des économies que vous voulez faire, elles sont peau de chagrin. Et c'est vraiment pas sur la démocratie qu'il va falloir mégoter. Donc on trouve ça dommageable. Effectivement, la loi ne vous l'oblige pas, elle ne vous impose pas non plus de changer ce qui était déjà fait dans la commune et qui fonctionnait. Merci. Donc nous passons au vote. Donc qui est contre? 8. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Donc à la majorité, la délibération est adoptée. Je passe la parole maintenant à Madame Lesbat pour la délibération numéro 12. Oui, les délibérations suivantes concernent les écoles d'art. Donc la première concerne une convention de partenariat avec la CEAM, qui est la Société des éditeurs et auteurs de musique, pour la création d'une partothèque. Donc nous n'avions pas pour le moment encore une partothèque. Cela va permettre donc d'acquérir un certain nombre de partitions. Et cette CEAM donc, peut nous aider jusqu'à la hauteur de 500 €. Ces partitions seront très utiles parce qu'effectivement, il y a des projets actuellement qui s'intensifient, notamment avec la musique actuelle et aussi avec une chorale intergénérationnelle qui vient de se monter depuis la rentrée de septembre. Voilà. Merci Madame Lesbat. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération numéro 13, Madame Lesbat. Oui, donc la CEAM effectivement nous aide, mais nous devons effectivement, pour compenser les photocopies qui sont faites par les enseignants, payer une redevance. Donc cette redevance est de 3,20 € hors taxe par élève et par an. Nous sommes dans la tranche 2. En fait, ça dépend du nombre d'inscrits dans notre école, donc nous sommes sur cette tranche-là. La somme de 3,20 € hors taxe n'a pas changé depuis l'année dernière, ce qui fera un total, toutes taxes comprises, de 380,16 € pour 23 élèves qui sont inscrits en école de musique, à 1 ou 2 élèves près, voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Nous passons au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Merci. Délibération 14, Madame Lesbat. Alors le conseil d'exploitation, des personnes ont quitté ce conseil d'exploitation, Monsieur Le Quéré, Monsieur Tessier et Monsieur Lahari. Donc nous avons dû reconstituer ce conseil d'exploitation. Donc pour Monsieur Ednat Corbal devient titulaire. Je vous donne les modifications seulement. Les personnes qui ne changent pas, je ne vous les rementionne pas. Redevient titulaire et sa suppléante sera Madame Véronique Duverneuil, donc qui arrive nouvellement. Ensuite, Madame Destenab se maintient titulaire et elle sera accompagnée de Monsieur Mathias Leb, qui devient suppléant. Donc ça, ce sont les utilisateurs des écoles d'art. Et enfin, Monsieur Tessier étant parti, il est remplacé par Monsieur Thierry Nicolas alors on avait marqué l'avenir pour l'avenir ensemble, donc c'est à modifier pour maintenant l'ensemble pour Artigues. J'ai bien entendu ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. Merci. Donc y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Nous passons au vote.
Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et pour la dernière délibération, le numéro Bon. 15, Madame Lesbat. Oui, encore une adhésion. Alors ça, c'est pour la Confédération musicale de France, la CMF. CMF qui nous permet de proposer des formations pour les enseignants, qui permet d'organiser les évaluations de fin d'année pour les élèves des écoles de musique, qui permet aussi d'avoir des cotisations SACEM et SEAM baissées, plus faibles, et qui nous permet aussi de nous aider dans des projets. Cette année, pour au mois de janvier, quand il y a eu la nuit des conservatoires, il y avait un partenariat justement avec eux, et ils nous ont aidés financièrement pour faire venir un groupe qui a travaillé avec nos élèves de l'école de musique et qui a permis de faire une animation musicale au début de cette soirée. Voilà. Donc la somme d'adhésion cette année est de 291,10 €, toutes taxes comprises. Merci. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Messieurs, dames, au revoir.